connexion Maroc-Royaume-Uni pour de la production et de l'exportation d'énergie propre vers la Grande-Bretagne, c'est fini. C'est une erreur stratégique, à mon avis, en matière de négociation de projet. Activation de ce méga projet X-Links va ralentir encore un peu plus notre transition énergétique. L'importance de ce projet est bien plus grande que celle de la Coupe du Monde. C'est-à-dire C'est 25 milliards de livres sterling, un projet très original. Des escalades un peu continues de notre pays en matière de transition énergétique. Cité globale du Maroc, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, on n'avance pas très bien. Bienvenue, Saïd Gamra. Toujours un plaisir de vous recevoir en débat. Merci beaucoup, c'est toujours un honneur de venir débattre avec vous, un honneur qui se répète. Toujours des débats très énergétiques d'ailleurs avec vous, Saïd Gamra, qui est spécialiste, je le rappelle, et expert reconnu et réputé dans le domaine de l'énergie. Merci. Dans cette émission de débat 7e sens, format de débat dont la philosophie restera de donner du sens au sens. Très bien. On est dans une période, peut-être une séquence, une conjoncture qui dépasse nos frontières, où on a du mal parfois à donner du sens à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à ce qu'on doit penser, à ce qu'on doit comprendre, à ce qu'on doit décrypter. Donc avec vous, Saïd Gamra, c'est au surlendemain de ce contrat qui a été dénoncé par le gouvernement britannique et qui concernait notre pays, le Maroc, et le Royaume-Uni via ce start-up qui X-Links. Donc il n'y a plus de contrat, il n'y a plus de 25 milliards de livres sterling qui est annoncé, c'est fini. La connexion Maroc-Royaume-Uni pour de la production et de l'exportation d'énergie propre vers la Grande-Bretagne, c'est fini. Quelle lecture faites-vous de cette rupture de contrat qui était pour certains prévisible et pour d'autres imprévisible? Écoutez, ce n'était pas prévisible. D'après quand on suivait un petit peu ce projet, la rupture de contrat n'était pas très prévisible. Je crois que l'erreur qui a été faite de la part de X-Links était de travailler tout seul dans le secteur privé sans travailler avec le gouvernement. Donc depuis 3-4 ans. C'est-à-dire avec le gouvernement britannique ou le gouvernement marocain? Le gouvernement britannique. Le gouvernement marocain a bien donné son accord de principe. On n'a rien signé, le Maroc n'a rien signé, mais il a donné son accord de principe pour réaliser ce projet important de 25 milliards de livres sterling. On est quasiment sur 300 milliards de dirhams. Donc c'est intéressant, Saïd Gamra, vous dites, en fait, vous considérez aujourd'hui, avec le peu de recul que nous avons, et que vous avez, qu'en fait, peut-être le tort de X-Links, c'est de ne pas avoir travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement britannique, sachant que le gouvernement marocain, depuis 2021, depuis l'annonce qui a été faite de ce méga projet industrio-énergétique dans la région de Guelmim, le gouvernement marocain ne s'est jamais trop avancé non plus. Voilà, mais c'est une erreur stratégique, à mon avis, en matière de négociation de projet. Et donc finalement, on a vu le retour du gouvernement britannique qui était un peu sec, un retour assez sec, qui revenait à dire nous, en Grande-Bretagne, on veut encourager les ressources locales, les ressources énergétiques, éoliennes et photovoltaïques locales. Il faut dire que la Grande-Bretagne n'a pas beaucoup de ressources locales. Mais il n'y a pas beaucoup de soleil, hein. Il n'y a pas beaucoup de vent. Il n'y a pas beaucoup de vent. Les facteurs de charge sont très bas. Et il n'y a pas de quoi faire de grands projets en Grande-Bretagne. Donc ça, ceci est d'un côté. Le deuxième argument du gouvernement britannique revenait à dire que finalement les possibilités les problèmes de sécurité que peut poser le câble peut être détruit par ce qui arrive rarement. Je crois savoir qu'il y a de par l'histoire, hein, ça devait être d'ailleurs un des plus grands câbles sous-marins en termes de longueur au monde. Du monde, c'est 4000 km. 4000 km. 4000 km. Alors pour détruire un câble sous-marin, ça s'est jamais vu. Hein, il n'y a pas de précédent. La destruction d'un câble sous-marin enfoui à des milliers de kilomètres. Mais tout peut arriver. On a bien vu les gazoducs exploser. Donc
tout peut arriver, effectivement. Même ce qui est en dessous de, de la terre. Même en dessous. Ou en dessous des eaux. Ça peut être des attaques d'État. C'est pas avec des sous-marins. C'est pas. Mais bon, ils ont oublié que le Maroc est un pays quand même assez sécurisé et qu'on ne risquait pas d'avoir ce genre de problème. Bref, moi je dirais, c'est un argument officiel d'un État qui ne veut pas de ce projet pour quelques raisons. Même si le projet allait baisser le coût du kilowattheure de 9%, le prix de gros de 9%, au profit de 7 millions de ménages britanniques. Et nous, dans cette affaire-là, est-ce qu'on avait, parce que beaucoup considèrent aujourd'hui, alors c'est d'où l'intérêt de vous avoir aujourd'hui, vous, en tant qu'expert reconnu dans le domaine de l'énergie, mais effectivement, on a l'impression qu'en fait, il y avait beaucoup plus d'avantages pour le Royaume-Uni et la Grande-Bretagne, y compris d'ailleurs les habitants du Pays de Galles, parce que je rappelle, c'est le Royaume-Uni, il n'y a pas que là. Donc c'est plus de 7 millions de ménages qui allaient bénéficier d'une baisse du kilowattheure. Et le Maroc, dans cette affaire-là, si vous permettez, je crois que la manœuvre était de baisser le coût du kilowattheure au profit de 7 millions de ménages. De ménages britanniques. Ici, généralement, dans les projets, on donne les équivalents en ménages. Mais ici, je pense qu'on allait baisser le coût électrique pour 7 millions de ménages britanniques. Il y aurait une baisse effective. En tout cas, on le voit maintenant, le contrat a été cassé. Donc rupture, c'est quelque part une rupture de contrat qui a été annoncée jeudi dernier. Donc cette liaison et cette interconnexion énergétique entre le Maroc et le Royaume-Uni, c'est fini. Même si effectivement, je vous avais dû voir comme moi un communiqué du board, en tout cas de Xlinks, qui dit c'est peut-être fini avec le gouvernement britannique, mais il y a encore des pistes et des solutions alternatives. Mais est-ce que pour nous aujourd'hui, nous au Maroc et nous Marocains, Senghemra, est-ce qu'on a perdu quelque chose? Écoutez, il n'y a pas de contrat coupé. Juste pour pas de rupture de contrat. Il n'y a pas de rupture de contrat. Pourquoi il n'y a pas de contrat tout court? Ce qu'il y a, c'est que c'est un problème entre Britanniques. Enfin, en fait, le Maroc n'est pas impliqué dans cette décision. On n'a rien contractualisé avec le Xlinks. On n'a rien contractualisé. On n'a rien coupé d'ailleurs. Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement britannique a retiré sa garantie d'achat de l'énergie électrique. Qui allait être produite à Guelmim et exportée chez eux. Voilà. Donc il n'y a que un retrait de garantie. Et dans le cadre de ce qu'on appelle un contrat de différence, c'est un contrat de différence, c'est-à-dire s'il y a plus, c'est l'un qui paye, s'il y a moins, c'est l'autre qui repaye. Mais tout ça, est-ce que ça donnait lieu, selon vous, cette gamme-là, à une contractualisation entre les différentes parties? Parce qu'on peut imaginer en fait que globalement, il y a 3 acteurs et 3 parties prenantes, à savoir le gouvernement britannique, à savoir Xlinks, société privée, et le Maroc, puisque ça devait, ce méga projet industrio-énergétique devait trouver, il y avait la construction de 2 complexes solaires qui étaient prévus dans la région de Guelmim. Donc est-ce que là-dessus on peut imaginer qu'il y avait un contrat, une contractualisation entre les 3 parties prenantes? Il y aurait une contractualisation entre le Maroc et Xlinks. Le Maroc ne signe pas directement, n'aurait pas signé, puisque maintenant on parle du passé. Le Maroc n'aurait pas signé avec le gouvernement britannique, il aurait signé avec Xlinks. Directement. Directement, parce que bon. Là, ce n'est pas un projet bilatéral entre 2 pays. C'est un projet entre un pays, ou plutôt une région, la région de Guelmim, pour être plus précis, c'est la région qui aurait signé avec Xlinks. Donc ça, c'est ce qui aurait dû se passer. Maintenant, à mon avis, le projet n'est pas tombé à l'eau. Il n'est pas tombé à l'eau dans la mesure où Xlink va chercher d'autres acheteurs, du secteur privé, apparemment les opérateurs industriels très énergivores. Probablement qui va leur coûter un peu plus cher, ou bien d'autres pays, c'est-à-dire dire que le câble, bien, il n'ira pas parce qu'on parle de l'Allemagne aussi. C'est eux qui en ont parlé dans le média britannique Télégraphe d'ailleurs. Je crois c'était au mois d'avril déjà.
Parce qu'il faut se rappeler, c'était il y a quelques mois, il faut se rappeler que c'était déjà sur le mois d'avril, c'était Ramadan chez nous, et que le patron, le PDG de Xilinx, qui est sœur d'ailleurs, SIR, a fait une déclaration en disant, en mois d'avril dernier, nous, si le gouvernement britannique continue à prendre son temps, nous, on va se diriger vers d'autres pays, et en l'occurrence l'Allemagne, pour leur proposer ce deal-là. Est-ce qu'aujourd'hui, un deal à 300 milliards de dirhams, qui a capoté, en tout cas, entre Xilinx et le gouvernement britannique, qui a décidé de pas... il faut dire que le Maroc n'a aucune implication dans cette affaire. Pas d'implication dans cette affaire, mais par contre, pour nous, au Maroc, on avait l'impression, en tout cas, et vous nous donnerez votre avis de scientifique et d'expert en énergie, que c'était le big événement. C'est-à-dire, on a eu la bonne nouvelle de co-organiser la Coupe du Monde en 2030. Donc là, vous avez vu toute l'euphorie que ça a suscité. Mais se dire, voilà, on va avoir aujourd'hui la possibilité de produire, d'augmenter notre production d'énergie renouvelable, solaire et éolien, et de pouvoir l'exporter pour la première fois dans un pays européen, même s'il y a eu le Brexit, le Royaume-Uni reste un pays européen. Donc de commencer à pouvoir produire et exporter de l'énergie propre. Tout le monde était très heureux, surtout au travers d'un investissement aussi important que 300 milliards de dirhams. On a l'impression qu'en fait, il y avait la Coupe du Monde de football et puis il y avait aussi cette annonce qui avait été faite. Pour moi, ce projet, l'importance de ce projet est bien plus grande que celle de la Coupe du Monde. C'est-à-dire, c'est 25 milliards de livres sterling, un projet très original, d'accord. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec son déroulement. Un projet très original qui aurait pu placer le Maroc sur des segments qui sont sur la carte du monde voilà, exactement, énergétique. Commencer à dire que le Maroc, effectivement, il va se placer en tant que producteur et exportateur d'énergie propre, ajouté aux projets hydrogène qu'on a eu qui ont été lancés. Mais juste une dernière question, parce qu'on va passer aussi sur l'enjeu de transition énergétique, parce que ce projet qui pour l'instant, qui a été arrêté, en tout cas avec le gouvernement britannique, c'est à l'arrêt. C'est une décision définitive. Voilà. Il n'y a pas d'alternative là en l'occurrence. Il peut y avoir d'autres alternatives pour Xilinx avec le Maroc, mais pas avec le gouvernement britannique. On est bien d'accord là-dessus. Ce projet était censé aussi, ce méga projet, était censé aussi donner un coup d'accélérateur à notre transition énergétique qui, selon certains spécialistes, experts, opérateurs, acteurs, patine. Ça patine. Sur le zéro point net carbone, comme décarboner notre système énergétique, on n'avance pas trop. Donc se dire, voilà, est-ce que là, du coup, c'est une mauvaise nouvelle? C'était une bonne nouvelle pour les ménages britanniques. Les 7 millions de ménages britanniques allaient voir leur facture d'électricité être réduite. Et aussi le Royaume-Uni baisser ses émissions de CO2. Mais est-ce que pour nous, en fait, le véritable impact de la activation de ce méga projet Xilinx va ralentir encore un peu plus notre transition énergétique? Non, si notre transition énergétique est ralentie, ça c'est un fait. Maintenant, ce projet n'avait aucune relation avec notre réseau électrique. Il n'est pas relié à notre réseau électrique. Il n'y a pas d'interconnexion qui était prévue. Il n'y a pas d'interconnexion. Le projet est très clair. Et nous, on aurait souhaité avoir une interconnexion et avoir une part du Maroc sur cette électricité verte. Je crois qu'on en avait parlé il y a quelque temps. Et donc, un pourcentage de ce productible qui viendrait vraiment rehausser notre mix électrique en matière de renouvelables. Donc cette chose-là n'a pas lieu non plus. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui ne voient pas l'intérêt de ce projet finalement pour le Maroc. Si on dit que on aura effectivement 2000 personnes comme emploi, qu'on va payer un loyer, c'est pas suffisant. Vous voyez, pour la surface occupée, en fait, c'est une espèce de location leasing. On parle de 1500 km². C'est pas suffisant pour rémunérer. Donc pas d'impact en tout cas sur notre transition énergétique. Aucun impact, ça, parce qu'il y a pas de liaison entre les câbles. C'est-à-dire, il y a pas même à terme, si ce projet avait été activé, même à terme, ça aurait pas contribué. Ce projet a été négocié autrement.
Si ce projet a été négocié autrement, et dire que le Maroc va prendre, à l'image des fossiles, 25% du productible. Et nous aurons des points de connexion avec le réseau marocain pour l'alimenter à 25% de la production de ce projet. Là, c'est-à-dire 25% de ce qui est produit et reversé. Et on est rémunéré dessus. Oui. Et versé au Maroc, parce que de toute façon, le projet X-Links ne peut pas produire, si vous voulez, le double que le Maroc. Donc il y a une équation qui est facile à résoudre, c'est de dire on partage l'avantage Maroc. Ce que vous avez comme surplus que vous produisez au Maroc, eh bien on le partage. Ça c'est du win-win. En tout cas, ça n'a pas dû faire l'objet d'une contractualisation sur les enjeux de transition énergétique. Il y a un indice de transition énergétique mondial, c'est une espèce de classement mondial, ce qui se fait à l'instar de ce qui se fait dans d'autres secteurs d'activité, qui est passé un peu inaperçu, un peu sous nos radars à nous, marocains, et on a perdu 5 places. Donc on se retrouve aujourd'hui 70e sur 118 pays. Le premier pays de la région arabe qui est en tête au niveau du classement, c'est les Émirats arabes unis. Donc on constate qu'une désescalade un peu continue de notre pays en matière de transition énergétique. Quelle lecture vous faites de cela? Effectivement, est-ce que nous sommes en stagnation en matière de transition énergétique? On n'arrive pas à avancer. Il y a des chiffres qui sont annoncés de puissance installée de 45%. La NRE divise par 2 en disant c'est 21,2,3%, me semble-t-il. 21,7. 21,7%. C'est important. Donc voilà, pourquoi cette transition énergétique aujourd'hui, on descend dans les classements mondiaux, alors qu'on se présente comme un pays avant-gardiste, à juste titre, au niveau des énergies renouvelables? Écoutez, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. En suivant uniquement l'indicateur de la puissance installée, de la part du mix électrique dans l'électricité globale du Maroc, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, on n'avance pas très bien. Sur 4 ou 5 ans, nous sommes passés de 17 à 21,7%. Donc, c'est-à-dire de puissance installée. Non, d'énergie. D'énergie propre. Alors, d'énergie, en rapport d'énergie. Mais on se plaît à présenter cet indicateur comme étant le rapport des puissances qui fait le double. Donc, il fait 45%. Ça, c'est le chiffre officiel qui est avancé par la ministre de l'Énergie, d'ailleurs, Laila Ben Ali, qui était encore à Londres il y a quelques semaines. Oui, et ça a été dit il y a quelques semaines au Parlement. Donc 45%, c'est pas quelque chose. Il y a des indicateurs qui sont beaucoup plus forts que ça. C'est l'indicateur de l'ONU, et sur lequel le Maroc fait des déclarations tous les 5 ans. Le NDC du Maroc, d'accord. Cet indicateur, c'est le taux de baisse de CO2, d'accord. Tous les pays doivent donner leur taux de... C'est-à-dire que l'ONU dit on s'en fout si vous faites du renouvelable ou de l'efficacité énergétique. Quelle que soit l'intensité... Moi, je veux votre taux de baisse des CO2. Voilà. Et le Maroc s'est engagé, comme vous le savez, à 45,5% en 2030, alors qu'aujourd'hui, nous sommes à 7%. Donc ça veut dire que c'est mission impossible. C'est mission impossible. De passer de 7 à 45%. Deuxième, si vous permettez, deuxième indicateur, c'est la part des renouvelables dans l'énergie, dans le bouquet énergétique. Dans le mix énergétique. Nous sommes à 10%. Donc nos indicateurs, ils sont vraiment très bas, et effectivement, notre transition énergétique a des problèmes, et ce classement ne m'étonne pas. Quand on voit aujourd'hui la politique et la vision et la stratégie énergétique de Donald Trump, président des États-Unis, qui lui, effectivement, vous l'avez vu d'ailleurs, il s'est fâché avec Elon Musk
justement sur le fait qu'il s'apprête à retirer les subventions liées à la promotion, à la production et à la fabrication de batteries électriques. Lui, c'est forêt, c'est du pétrole, du gaz, c'est les énergies fossiles dont il fait la promotion au détriment des énergies renouvelables, tout ce qui est panneaux photovoltaïques ou éolien, pour lui, il veut pas en entendre parler. Est-ce que du coup, ce retard pris dans la transition énergétique, parce qu'elle a du mal à avancer chez nous, est-ce que quelque part, ça peut nous servir aussi à être un peu visible dans les radars de Donald Trump et de sa vision stratégique qui veut faire la promotion des énergies fossiles et non pas la promotion des énergies renouvelables. Et ma question n'est pas provocatrice. Non, je ne crois pas que le Maroc va suivre Donald Trump dans ses pensées, dans ses visions, dans ses projections. Le Maroc, il a une stratégie de renouvelables depuis 1990, donc c'est assez loin, ça remonte à... Mais dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, est-ce qu'on peut pas mettre en suspens et se dire, ben voilà, ça bouge tellement vite aujourd'hui, qu'effectivement, si c'est la promotion des énergies fossiles qui redevient la priorité, autant aussi s'aligner et ne plus faire de la production d'énergie renouvelable une priorité. Je sais pas. Je ne crois pas. Le problème du Maroc, c'est que on a viré les grands développeurs de renouvelables, parce que aujourd'hui le secteur privé il ne participe presque pas. Et le secteur privé c'est 7% de la puissance installée, c'est rien. On n'a que deux développeurs, Nareva et un autre, qui travaillent sur la haute tension. Donc moralité de la chose, si vous éliminez le privé, si en moyenne tension et en basse tension vous avez des problèmes, je ne vois pas comment vous allez faire avancer votre transition énergétique. Justement, pour conclure là-dessus, sur le terrain réglementaire aussi, certains considèrent qu'effectivement, dépoussiérer un petit peu les lois, les décrets, là il y a cette nouvelle loi d'ailleurs qui est censée d'ailleurs devoir être activée sur l'autoproduction, sur l'ouverture aussi du marché de la moyenne tension. C'est des vrais sujets qui sont sur la table depuis quelques mois. Là-dessus, certains considèrent qu'il y a du retard réglementaire aussi qui empêche l'accélération de la transition énergétique. Moi, je dis qu'il n'y a pas de problème réglementaire, il y a un problème de non-réglementation. Parce que vous avez des lois, les 4 fameuses lois, plus le décret, plus l'arrêté de la moyenne tension, mais qui n'ont pas de décret. Donc, si vous avez une loi qui n'a pas de décret, prenez la 58-15, la 40-19, la 82-21 qui a besoin de 12 décrets, à ce moment-là, je ne vois pas comment vous allez faire avancer votre... si on ne connaît pas, si l'ANRE ne publie pas le coût de reprise de kilowattheure en autoproduction, au prix où alors... je suis désolé, comment on va pouvoir enclencher cette mécanique de l'autoproduction sans coût de reprise de kilowattheure. Donc pour vous, c'est un enjeu de non-réglementation plutôt qu'un enjeu de réglementation. Et écoutez, toutes les installations actuelles sont hors réglementation. Dernière petite question là-dessus, sur le fait qu'on n'avance pas trop non plus sur le terrain réglementaire. Ça veut dire aussi, ça traduit le fait qu'on n'avance pas trop sur le terrain de la transition aussi énergétique. Est-ce que ça veut dire aussi peut-être, je n'en sais rien, c'est également là, qu'en fait on ne sait pas trop la direction qu'on souhaite donner à notre politique énergétique. À l'heure actuelle, on est à mi-2025 et peut-être on tâtonne. Et du coup, avant de publier des décrets, avant de publier des projets des projets qui pourraient permettre d'activer ces lois aujourd'hui qui sont en cours, c'est parce qu'en fait, on tâtonne et on se dit wait and see. Exactement. Moi, j'ai également l'impression qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller ou ce qu'on veut tout court? Non, de ce qu'on veut, comme est-ce qu'on veut des renouvelables ou est-ce qu'on veut des fossiles, ou parce que à la limite, la position actuelle revient à dire que c'est fait pour défendre les intérêts des distributeurs. Donc on ne sait pas, est-ce qu'on va arrêter les renouvelables pour défendre les distributeurs,
Ou bien on veut engager le pays dans une démarche où les renouvelables vont être assez dominants. Assez dominant. Dernière question, c'est Gamera, qui est d'actualité aussi. C'est l'Europe qui est à côté de nous, avec qui nous commerçons le plus, y compris d'ailleurs au niveau énergétique, au niveau des équipements énergétiques. On n'achète pas que des panneaux photovoltaïques chinois. C'est qu'il y a aujourd'hui le président, le patron de EDF, il y a quelque temps, en France, qui disait, ben, en fait, il faudrait arrêter l'éolien, parce que c'est les subventions qui permettent de maintenir un certain prix, un certain coût de revient. Mais l'éolien, c'est pas du tout rentable, et c'est de moins en moins rentable. Il fait même du lobby auprès de l'État français pour sortir du marché européen de l'éolien. Est-ce que là-dessus, nous aussi, nous qui sommes tout proches, se dire effectivement, si les Européens et les Français commencent à s'interroger sur la rentabilité réelle des énergies renouvelables, et en l'occurrence de l'éolien, est-ce qu'il faut aussi se poser la question? Je crois qu'en France, il y a un marasme concernant l'éolien, c'est que il y a un problème de rentabilité. On a parlé tout à l'heure de Grande-Bretagne qui veulent valoriser leurs ressources. Valoriser leurs ressources, regardez ce qui se passe en France. Même si ça coûte plus cher pour le contribuable. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la tendance mondiale, c'est celle-ci. C'est maintenant les subventions, on ne sait plus. Ce sont des subventions qui sont très fortes. Et l'idée est d'arrêter. Moi, je ne crois pas qu'ils vont arrêter les éoliennes. Ce qu'ils sont en train de dire, en tout cas au niveau du marché européen, s'il n'y a pas de subvention sur l'éolien, l'éolien ne sera pas du tout rentable. Il n'est pas, voilà, mais ils sont arrivés à un point de non-retour, si j'ose dire. Maintenant, s'il vous plaît, il faut comparer ce qui est comparable. Nous, nos éoliennes, elles peuvent avoir jusqu'à 60% de facteurs de charge. Hein? À Bouche-d'Or, à Aftisset, nous avons 60%. Mesuré, parce que c'est très ventueux, très... Donc, comparé à 22%, ça n'a rien à voir. Donc nous, on peut continuer à subventionner de l'éolien, à poursuivre notre stratégie ENR. Non, le Maroc ne subventionnera pas l'éolien, absolument pas. On a des projets qui sont à 0,3 dirhams, vous le savez. D'accord. Donc l'éolien, chez nous, ça se... placé dans certains endroits, on est entre 38 et 45 en moyenne, avec des pointes de 60. Donc, pour nous, il n'est pas question d'arrêter les éoliennes. Nous devons foncer dans l'éolien, parce que moi je dis, si on veut avoir 52%... Mais ça veut dire, est-ce qu'il y a une fenêtre de tir pour le Maroc là-dessus? Si aujourd'hui il y a des pays européens, ça commence avec la France, mais il y a d'autres pays européens aussi, qui effectivement, nous on attribue des subventions importante pour l'éolien qui est de moins en moins rentable. Est-ce que du coup, se positionner sur cette carte-là, avec l'Europe, c'est dire voilà, nous, l'éolien, chez nous, il n'y a pas de subvention. Et ça marche. Et ça marche. La preuve, c'est qu'on est en train d'étudier la liaison Nador-Marseille. Sauf que, et ça sera ma dernière question, à la lumière, parce qu'on a démarré ce débat avec vous, professeur Saïd Gamra, sur le rupture de contrat pas entre le Maroc et le gouvernement britannique, mais entre le X-Links, société privée, et le gouvernement britannique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une tendance qui est en train de se développer à travers le monde, dans les pays d'une forme de remondialisation, aujourd'hui, où peu importe le coût, ce qu'on veut, c'est produire chez soi. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, est-ce qu'il va falloir aussi peut-être revoir notre stratégie et la stratégie Maroc en matière d'énergie et d'énergie renouvelable pour pouvoir aussi attirer des marques, des entreprises, de l'investissement public, mais surtout de l'investissement privé, et que de dire, nous on a du vent toute l'année et 1 kilowatt qui va pas coûter cher, que ce soit sur le solaire ou sur l'éolien, c'est peut-être un argument et un argumentaire qui est limité. Qu'on le veuille ou non, nous allons avoir de grands projets de liaison électrique entre le Maroc et l'Europe. Via l'Espagne ? Via l'Espagne, ou via les grands nœuds électriques. C'est-à-dire que l'Espagne ne peut pas supporter toute l'énorme puissance qui peut être dégagée du Maroc. Donc on n'est pas dans la logique on n'est plus dans la logique des petits projets de 1 ou 2 gigawatts qui peut être selon les... Donc c'est pour ça que nous avons un très bel avenir. Parce que vous voyez, maintenant la France veut se connecter au Maroc. Un très bel avenir, nous avons un très bel avenir de renouvelables
auquel on ajoute l'hydrogène et finalement pour confectionner ce corridor énergétique entre le Maroc et l'Europe. Ça peut se faire avant la Coupe du Monde de football 2030, parce que vous disiez précédemment que cette annonce qui avait été faite de quasiment 300 milliards de dirhams d'investissement avec ce méga projet X-Links, donc on est sur 25 milliards de livres sterling. Vous dites, mais c'est plus important que la Coupe du Monde de foot. Ce corridor énergétique, il peut voir le jour avant 2030 et la co-organisation de la Coupe du Monde de football ou après? Non, ça va être Selon après, ça peut être après. Parce que le corridor, c'est de l'électricité et de l'hydrogène, et ce sont des projets qui sont très lourds. Très lourds. Donc, et très cycliques. Peut-être un peu d'électricité, oui, ouais. mais pas l'hydrogène. On pourrait avoir des stades de football chez nous qui accueilleront des matchs de la Coupe du Monde avec peut-être des énergies renouvelables. On y a pensé, peut-être le Maroc sera le premier pays qui va rendre toute la manifestation à zéro carbone. Donc, il faut s'attendre à cet événement. Merci infiniment à vous. En tout cas, Saïd Gamma, c'est toujours un plaisir, spécialiste, expert dans le domaine de l'énergie, pour passer en revue de manière très énergétique ce contrat qui a capoté entre une société privée britannique, de droit britannique, d'ailleurs X-Links, ex-startup qui a été fabriquée en 2019, par des anciens collaborateurs de grands cabinets de conseil comme McKinsey d'ailleurs, et le gouvernement britannique, il a annoncé jeudi via un communiqué, et qui a été confirmé ensuite par le PDG, le board de X-Links. Nous, pour l'instant, on n'a pas eu de réaction officielle de la part de la ministre en charge de la transition énergétique, Leïla Ben Ali, malgré le fait qu'une députée l'a interpellée via une question orale, c'était en début de semaine, lundi, au Parlement. Mais nous, on a eu la chance d'avoir Saïd Gamma pour avoir un éclairage dynamique et énergétique là-dessus. C'est moi qui vous remercie, c'est Rachid. C'est toujours un honneur et un plaisir de venir débattre avec vous. Plaisir partagé. Merci infiniment à vous. À bientôt. Merci. 7e Sens, à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.